Nous sommes le 19 juin 2020. Et il est 7h45 du matin. Nous sommes à l'ère de la Juive. Nous avons tous fait l'itinéraire. Nous allons à Prat, dans le Jura. Il fait 16 degrés Celsius. Nous sommes actuellement sur la A39. Dans 16 km, on prend la D475 direction Lons-le-Saunier, après la D1083, après Boulevard de l'Europe et après la D52 et à Orgelet la D470. Je te quitte pour une pompe à chaleur qui me coûtera moins cher. Pour mon chauffage, je fais appel à un fameux âge pivot au-dessus de 62 ans. S'il fallait des mesures de financement, ce serait plutôt un allongement de durée de cotisation. Tout cela, on l'avait oublié depuis 3 mois, mais souvenez-vous, chacun d'entre nous était devenu en janvier un expert en retraite avant de devenir un expert en virus. Bref, la partie structurelle de la réforme resterait, la partie financière serait oubliée, en tout cas dans sa brutalité. Les partenaires sociaux auraient du grain à moudre puisque ce sont eux qui décideront de la réforme si la réforme s'appliquerait à partir de la génération née en 1975 ou seulement aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Disons-le, il y a beaucoup de CFDT compatibles dans tout cela. Et pourquoi remettre ça sur la table, Dominique? Parce que l'exécutif, enfin l'Élysée, considère que le régime par points est avantageux pour les petits salaires, les carrières hachées, tous ceux que l'on a vus en première ligne ces dernières semaines, ce qui n'est pas faux et ce qui est même vrai. Il y a peut-être aussi une analyse, un peu cynique de la situation. Jusqu'au Covid-19, les réformes se faisaient sous tension sur les finances publiques, en clair à coût constant ou devant rapporter de l'argent. Avec la crise, l'État se substitue aux acteurs privés. Du coup, les déficits passent au second plan et au passage, ils seront mieux acceptés, enfin tolérés, par nos partenaires européens et notamment l'Allemagne si des réformes de fond sont menées. Politiquement, on peut imaginer que le pouvoir n'a pas vraiment envie de finir le quinquennat sur une victoire des syndicats qui ont défendu les régimes spéciaux de retraite. Reste à savoir, une fois dit tout cela, reste à savoir si un tel projet revisité peut se faire avec un Édouard Philippe très volontariste sur l'âge pivot, et si la crise économique et sociale laissera un espace aux réformes, et si enfin l'ampleur des trous financiers ne va pas devenir le premier sujet de préoccupation. C'était l'édito éco. Il est 7h50. France Inter, le 39. Nous souhaitons dire notre inquiétude face au projet du gouvernement israélien de procéder, à compter du 1er juillet, à l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie. Je ferme les guillemets. C'est la première phrase d'une tribune que publie le journal Le Monde. Une cinquantaine d'organisations juives mondiales, de nombreuses personnalités qui se mobilisent. Anne Sinclair, Daniel Cohn-Bendit, Bernard-Henri Lévy et l'historien Benjamin Stora, qui est l'invité de France Inter ce matin. Bonjour Benjamin Stora.
avec nous, historien, président du Conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Pourquoi avoir signé cette tribune? Qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement dans le projet de Benjamin Netanyahou? Il existe effectivement une grave inquiétude sur cette question de l'annexion parce qu'il y a le risque de s'enfoncer dans une guerre sans fin. Le fait qu'il n'y ait plus de solution politique viable et l'impossibilité par conséquent de mettre en place cette solution politique que tout le monde en fait depuis des années aspire, à laquelle tout le monde aspire, c'est celle de la solution des deux États. Mais on y croit encore? Écoutez, vous y croyez encore? Écoutez, s'il n'y a pas de solution politique à deux États, on s'enfonce encore une fois dans une perspective qui est celle d'une guerre indéfinie, d'une guerre sans fin. Or, il y a la possibilité, je crois, de rester accroché sur cette idée qui est très très forte, qui est l'idée initiale d'ailleurs, au moment de la création de l'État d'Israël, et il y aurait par conséquent la possibilité pour les Palestiniens de disposer d'un État à côté de l'État d'Israël. Vous parlez de l'histoire et c'est justement un argument historique ou mythologique auquel a recouru Benjamin Netanyahou. Il avait dit « Ces territoires sont là où le peuple juif est né. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre glorieux dans l'histoire du sionisme. » Je ferme les guillemets. Il faut savoir de quoi on parle, l'annexion de la vallée du Jourdain, des colonies israéliennes en Cisjordanie, qui est un territoire palestinien occupé depuis 1967. Au fond, il y a quand même des choses qui sont là depuis longtemps, qui sont installées. Les faits ont supplanté le droit, non? On peut considérer, on peut voir cela effectivement de cette manière-là, mais les faits sont toujours têtus, comme disaient les noms. Et quelquefois même ils se vengent. Parce que si aujourd'hui il y a l'annexion, cela voudrait dire que 2,5 millions de Palestiniens seraient directement administrés par l'État d'Israël. Est-ce qu'elle sera en mesure de le faire? C'est une autre question. Ça signifierait aussi l'effondrement de l'autorité palestinienne, ce qui serait très grave dans des logiques de coopération sécuritaire, dans une situation difficile sur la question du terrorisme. Mais cela signifierait aussi une crise très profonde pour la Jordanie, qui abrite un très grand nombre de réfugiés palestiniens, et ne parlons pas bien sûr de l'Égypte, qui est un immense pays, comme on le sait, dans cette région très particulière. Et qui a signé un traité de paix avec Israël. Et qui a signé un traité de paix, bien entendu, et bref, on serait dans une situation d'instabilité et de crise sur l'ensemble des territoires qui composent cette zone. C'est pour ça que cette mesure est très très grave. Depuis une dizaine d'années, les colonies israéliennes se sont multipliées, particulièrement en Cisjordanie. Leur population est maintenant de près de 500 000 personnes. Vous parliez des 2,5 millions de Palestiniens qui cohabitent ou qui sont leurs voisins. Plutôt, l'annexion, c'est une réalité. Elle est soutenue par les États-Unis, clairement, franchement. Comment peut agir l'Europe, les pays européens, pour convaincre Israël de renoncer à ce projet? Déjà, l'Europe n'a pas accepté, disons, cette solution politique de l'annexion. Mais il n'y a pas que l'Europe. C'est-à-dire que la solution politique de l'annexion préconisée aujourd'hui par Benjamin Netanyahou est condamnée par un très très grand nombre de pays à l'échelle mondiale, ce qui isolerait encore davantage Israël sur le plan international. C'est ce qui ferait courir un danger, y compris pour la population israélienne et palestinienne, pour les deux sociétés qui seraient mises en danger sur cette question-là. Maintenant, n'oublions pas aussi que les élections américaines auront lieu en novembre et que peut-être il y aurait la possibilité d'un changement de politique à l'égard d'Israël, de la politique américaine. On ne va pas rentrer ici dans les détails de ce qui se passe dans la politique américaine d'aujourd'hui, notamment avec la sortie du livre de John Bolton. Donc Trump est en très mauvaise difficulté. Donc il faudrait que les dirigeants israéliens réfléchissent aussi à ce calcul politique international. Avant de revenir en France, Benjamin Stora, est-ce qu'il faut sanctionner Israël? C'est déjà, vous savez, c'est déjà le cas, ça. C'est en application sur la question notamment des produits en provenance, non pas d'Israël, mais des colonies. Parce qu'il y a une confusion qui existe entre cette question, disons, de la sanction sur Israël et celle sur les colonies. C'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'il y a des mouvements de protestation sur ce qui se passe par rapport à l'annexion, ce qui signifie pas remettre en question la légitimité de l'État d'Israël. Retour en France, Benjamin Stora, et ce sont des sujets que vous connaissez par cœur. La mémoire, les mémoires, l'histoire, celle de la colonisation et de l'esclavage, entre autres. Action symbolique hier à Paris, l'ex-footballeur Vicage Dorasso et candidat à la France Insoumise à la mairie de Paris a recouvert avec des militants la statue du général Gallieni, place Vauban, à Paris. C'est une statue qu'ils ont recouverte d'un drap noir. Gallieni, héros de la Première Guerre mondiale, mais aussi un homme qui est à l'origine de massacres à Madagascar. Comment finalement réussir à apaiser ces mémoires-là?
Vous savez, il y a toujours dans des mouvements d'effervescence, dans des moments très particuliers de l'histoire, cette volonté d'éradiquer, de transformer. Souvenons-nous très récemment de ce qui s'est passé avec la fin du communisme et le fait d'avoir déboulonné les statues de Lénine et de Staline, de Ceausescu. Ce qui s'est passé en Irak avec le fait d'enlever la statue de Saddam Hussein. C'est-à-dire que nous sommes dans des situations où lorsque il y a des mouvements de société, on s'en prend à des symboles. Donc nous sommes dans cette situation, effectivement, où on cherche à s'en prendre à des symboles qui ont marqué les pages les plus sombres. Et vous de l'histoire. comprenez cette démarche? On peut comprendre cette démarche si elle ouvre sur à la fois la compréhension de cette histoire, c'est-à-dire d'expliquer encore cette histoire, et si, et ça c'est ma position, si aussi on est capable de remplacer entre guillemets ces statuts, ces symboles par d'autres symboles. C'est-à-dire que vous savez, en France, il y a eu une tradition de l'anticolonialisme. De Clémenceau à André Gide, d'André Gide à Pierre Vidal-Naquet jusqu'à Jean-Paul Sartre, toute une série d'écrivains, d'intellectuels ont combattu le système colonial. Croire que la France est de manière univoque pro-coloniale est une erreur historique. Et ce qu'il faudrait, c'est effectivement plus d'histoire, et non pas moins d'histoire. Et à ce niveau-là, moi ce qui m'a paru intéressant, par exemple, vous avez cité cet exemple de Gallieni, mais un autre exemple, c'est le fait d'avoir substitué à Gallieni les noms de Josette et Maurice Audin. C'est-à-dire que là, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que nous avons effectivement une autre façon de faire l'histoire, d'accroître notre connaissance de l'histoire, et non pas d'éradiquer, d'enlever, d'amputer, d'épurer l'histoire. Mais il faut au contraire, à la fois, bien sûr, pourquoi pas remplacer, mais il faut aussi, bien entendu, substituer d'autres noms. Les noms de rue, par exemple, l'avenue du général Bugeaud, à Paris, le général Bugeaud, qui est l'un des grands massacreurs des Algériens pendant la conquête de ces territoires. Bugeaud, bien sûr, a été celui qui a conduit des grands massacres en Algérie. Même s'il n'avait pas été au début un partisan de la colonisation totale, il l'a été, il a conduit les colonies infernales, par parenthèse, avec la référence de ce qui s'était passé en Vendée. C'est-à-dire qu'il y avait cette continuité historique à travers les colonnes infernales vendéennes et ce qui s'est passé ensuite en Algérie à partir de 1840. Bien sûr, c'est un homme qui a conduit cette politique. Mais à l'époque, à la fin du 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, eh bien, ce type de personnage ne posait pas de problème parce que la colonisation ne posait pas de problème. Parce qu'on ne pensait pas que la colonisation était quelque chose de foncièrement négatif. Aujourd'hui, les temps ont changé. Pourquoi? Bien parce que les peuples anciennement colonisés ne veulent pas d'une conception de la colonisation qui soit simplement vue comme une mission civilisatrice de la France. Mais vous en avez parlé avec le président de la République, avec le candidat Emmanuel Macron, déjà Benjamin Stora. Il vous a consulté sur ces questions. Il a tenu des propos très forts sur la question de l'indépendance algérienne et de la colonisation. Pourquoi aujourd'hui change-t-il de discours? Je ne sais pas s'il change de discours. Moi, j'avais discuté surtout avec le président Emmanuel Macron sur la question Audin, de Maurice Audin. C'est d'ailleurs le discours et les gestes de reconnaissance par la France de ce qui s'est passé sur Maurice Audin qui sont, à mon sens, très importants. Donc, je ne sais pas s'il y a un changement de discours, mais il y a le fait, effectivement, d'ouvrir un débat. Je pense qu'il faut ouvrir un débat. Il faut ouvrir une discussion, notamment pour ne pas perdre la jeunesse. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de se repérer dans une histoire, disons compliquée, on le sait, mais elle a besoin aussi de symboles nouveaux. Elle a besoin d'espérances nouvelles, de souffles nouveaux, et donc de personnages nouveaux. Donc il faut ouvrir cette discussion, bien entendu. Là, tout à l'heure, j'ai proposé non pas d'éradiquer, mais d'ajouter à l'histoire. Non pas d'enlever, mais au contraire de faire en sorte que l'histoire soit mieux connue, au risque de la voir sinon ressurgir. Et d'ailleurs, vous avez publié un livre de référence, une mémoire algérienne chez Robert Laffont. C'est un livre important et c'est un livre où l'on croise aussi le général de Gaulle. Que faire du général de Gaulle? Figure aujourd'hui consensuelle, on a l'impression que tout le monde est gaulliste. Vous expliquez cette passion de Gaulle, et est-ce qu'il faut aussi parler de Gaulle et de l'Algérie? Oui, bien sûr, c'est une réédition effectivement dans la collection Bouquin chez Robert Laffont, avec une autre biographie rédigée avec François Malley, qui est celle sur François Mitterrand. Donc il y a une mise en miroir dans ce livre entre Charles de Gaulle et François Mitterrand. Mais je dirais, moi, ce qui m'intéresse sur l'histoire de Gaulle, et par rapport à la discussion précédente, moi ce qui m'intéresse chez lui, c'est le fait qu'il a été un personnage de la transgression, de la rupture. Celui qui a refusé en 1940 la défaite et Pétain, et celui qui a refusé dans les années 60 la question de la colonisation, et donc de se heurter à son propre camp et de se retrouver en position d'isolement, car l'extrême droite française voulait tuer de Gaulle. Ça, il ne faudra jamais l'oublier. Il ne faudra jamais l'oublier, et la question algérienne divisait déjà la société française. Divisée, différemment de ce qui se passe aujourd'hui, Benjamin Stora, mais cette division est toujours présente. Oui, mais de Gaulle a tenu bon. C'est ça, pour moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que ce soit en 1940 ou en 1960, dans des moments
très difficile de l'histoire intérieure française. Il est resté fidèle à des principes et à une éthique. Merci Benjamin Stora d'avoir été l'invité de France Inter. Bonne journée. Vendredi 19 juin, vous venez de l'entendre, il est pile 8 heures. Le journal de Florence Paracolos. Bonjour Florence. Bonjour Ali, bonjour à tous. Peut-on licencier des salariés quand on est aidé par l'État? La question n'a pas fini de se poser alors que la crise s'annonce durable. Polémique en perspective alors qu'il est question d'autoriser les licenciements dans certains cas. Explication dans un instant. Et coup de projecteur sur un secteur frappé de plein fouet, les bagagistes et autres prestataires de l'aérien qui se séparent déjà d'une partie de leur CDD et intérimaires. Un référendum sur le climat, Emmanuel Macron est pour alors qu'il s'apprête à recevoir les conclusions de la Convention citoyenne. Référendum que les oppositions auront bien du mal à contester, nous dira Yael Gauze avant vos invités dans 20 minutes, Ali. Oui, la Convention citoyenne pour le climat, on va en parler à 8h20 dans le grand entretien avec Thierry Pech, qui est le coprésident du comité de gouvernance, Mathilde Himer, qui est membre de ce comité, et Mathieu Sanchez, c'est l'un des 150 citoyens tirés au sort pour participer à cette convention. Intervenez au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Et dans ce journal, la campagne la plus dingue des municipales à Montpellier, ces abattoirs allemands où les cas de Covid se multiplient. Et l'événement du jour, toutes catégories confondues, la sortie du nouvel album de Bob Dylan. France Inter. Recevoir une aide de l'État et tailler dans ses effectifs. On a compris que ce serait possible avec Air France qui va toucher 7 milliards d'euros et supprimer 8 à 10 000 postes. De là à licencier quand on bénéficie de l'argent public, voilà une autre question qui pourrait bien fâcher. Autoriser les entreprises qui profiteront du chômage partiel de longue durée à faire des plans sociaux. On en saura plus en début de semaine prochaine, Hélène Philly, mais c'est un scénario sur lequel planche le ministère du Travail. Prenons l'exemple d'une entreprise qui fabrique et distribue un produit. Confrontée à une baisse forte et durable de son activité production, elle décide de négocier un accord, baisse de salaire en partie compensée par l'État. Elle devra en échange s'engager à maintenir l'emploi sur cette partie de l'activité, la fabrication, mais elle aurait le droit de licencier ailleurs, ce que dénonce Michel Boga de Force Ouvrière. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement, l'ensemble des salariés soient protégés par cet accord. Pour Force Ouvrière, dès qu'il y a un remboursement, dès qu'il y a des subventions de l'État, eh bien, elles doivent être conditionnées. Et là, la condition, ça doit être maintien dans l'emploi. Sinon, s'il y a des licenciements, des ruptures de contrat, sous quelle forme que ce soit, eh bien, obliger l'entreprise à rembourser les sommes versées. Il faut de la souplesse pour que le système fonctionne, répond le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Il faut regarder l'ensemble de l'entreprise. Évidemment, c'est la dernière extrémité. Il faut de la souplesse, oui, parce que c'est vrai qu'on découvre tous ce qui se passe au fur et à mesure. Ça marche dans les deux sens, d'ailleurs, la souplesse. Le pire est jamais certain. C'est-à-dire qu'on peut prévoir une baisse d'activité de 30% et finalement ça repart plus vite. De la flexibilité, mais tout de même un garde-fou. L'accord devra être approuvé par des syndicats représentant au moins 50% des salariés. Licenciés pour faire face à la crise, l'assurance chômage anticipe la destruction de 900 000 emplois cette année et 630 000 chômeurs de plus. On les compte déjà dans les rangs des travailleurs de l'aérien, ces prestataires des compagnies et des aéroports frappés par la récession du secteur. Ils ont commencé à se séparer de leurs contractuels, Sébastien Sabiron. Ils sont bagagistes, agents d'accueil ou de sûreté, totalement dépendants du trafic aérien et plongés dans l'incertitude. David Vizier dirige une entreprise de nettoyage, 70 salariés en France. Tous les agents sont au chômage partiel. On a eu quelques interventions, donc on a fait travailler quelques personnes, c'était 1 heure par jour. On attend que ça reprenne un peu, au moins d'avoir un programme d'ébauche, parce que c'est important. Des prestataires sous perfusion, chômage partiel, prêt garanti par l'État, insuffisant malgré tout pour assumer les charges fixes. Alors il faut déjà réduire la masse salariale. Hugo Rodriguez, directeur général de WFS, qui assiste les compagnies au sol. Progressivement, on a tapé dans tout ce qui était intérim, tout ce qui était CDD aussi, qui arrive en fin de contrat. Donc si l'activité ne reprend pas, on va devoir malheureusement se séparer de certaines personnes. C'est plus de 20% d'emplois, en tout cas, qui sont déjà supprimés, qui seront jusqu'à la fin de l'année. On parle de plus de 20%. Réduction d'effectifs envisagée également chez les prestataires de services à bord. Alexis Franz dirige l'Alliance des métiers de la restauration aérienne et ferroviaire. Le respect de la distanciation physique fait que le service à bord a été considérablement réduit et cette réduction du service va avoir un impact assez fort
sur notre activité. À terme, tous s'attendent à de profonds changements structurels, plus de télétravail, moins de déplacements, moins de trafic aérien et donc moins d'activité pour les prestataires. Et comment relancer l'économie européenne avec 500 milliards de subventions directes aux États et 250 milliards de prêts? Le plan de la Commission européenne sera discuté pour la première fois par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union aujourd'hui. De simples débats pour l'instant dans une Europe divisée sur le principe de mutualiser les dettes dans l'espoir de pouvoir se mettre d'accord d'ici le sommet européen du mois de juillet. 8h05, la suite du journal Florence Paracuelos, c'est quand des citoyens tirés au sort arrivent aux mêmes conclusions que des associations de protection de l'environnement. De la rénovation énergétique obligatoire au bio dans les cantines, de l'interdiction de la publicité pour les SUV à l'augmentation de l'éco-contribution sur les billets d'avion. Les 150 propositions de la Convention pour le climat ont été saluées par les écologistes hier. Reste à faire le tri et à les remettre au président Emmanuel Macron, qui n'est pas contre l'organisation d'un référendum après cette séquence citoyenne voulue après le mouvement des Gilets jaunes. Difficile sur le principe de s'y opposer, Yael Gauze, même quand on est dans l'opposition. Donner la parole au peuple pour trancher les questions de transition énergétique. Si ça peut faire avancer la cause, tant mieux, et ça nous met au centre du jeu, veut croire la direction de ELV. Difficile de trouver l'angle d'attaque, si il y en a un, la lenteur, regrette la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, Sandra Regol. Par la loi et le Parlement, on irait plus vite. Dans son programme, Emmanuel Macron parlait déjà de rénovation thermique des bâtiments. Ce référendum sonne un peu comme une dernière tentative de gagner du temps. Il est dommage de recourir encore à un référendum quand on a passé un an à mettre en place une convention. Et cette gêne est perceptible aussi à l'autre bout de l'échiquier. Marine Le Pen ne jure que par le référendum. Oui, mais pas sur tous les sujets, tente d'argumenter le porte-parole du RN, Sébastien Chenu. Non, c'est pas gaulliste parce qu'un référendum, c'est fait pour trancher une question qui divise la société. Or, sur l'urgence climatique, il n'y a pas de question qui divise la société. Donc vous pourriez appeler à voter pour? Ah mais écoutez, avant d'avoir appelé à voter pour, il faut voir ce que ce référendum nous réserve comme question. Le président de la République va de manœuvre en manœuvre, tout simplement pour faire oublier ce qui est en train de se passer dans notre pays. Les choses seront plus claires en juillet, sur quel sujet, combien de questions retenues, mais l'initiative réjouit le camp des marcheurs. Après la chape de plomb du Covid, Emmanuel Macron, estime un dirigeant, a encore le sens du mouvement. Yael Gauze, quand la droite lilloise appelle à faire barrage aux Verts en votant Martine Aubry au deuxième tour des municipales, voilà ce que vient de faire le chef de l'opposition à Lille contre des écolos qu'il qualifie de fous furieux. Et direction Montpellier, maintenant étape du jour de notre série sur ces municipales, sans doute la campagne la plus folle de France, avec cette alliance entre écolos dissidents soutenus par une partie de la France insoumise et représentée par le milliardaire Moed Altrad face au maire sortant d'hiver gauche et à un socialiste officiellement soutenu par les Verts. Montpellier célèbre pour sa place de la comédie, storyboard d'une campagne improbable, signé Laurence Perron. Il y a énormément de boîtes aux lettres. Scène 1, extérieur jour, les équipes du maire sortant, casquette et t-shirt orange font du boitage. Tractage de boîtes aux lettres pour Philippe Sorel, qui a refusé de faire campagne au premier tour à cause d'une opération du genou, mais s'est bien rattrapé pendant le Covid. Il me demandait de la mairie, il me demandait plus souvent mes nouvelles que mes enfants, vous avouerez quand même. Scène 2, extérieur soleil tombant. Le socialiste Mickaël Delafosse, allié à Europe Écologie Les Verts Canal officiel. Un slogan, la gratuité des transports publics. Le jeune prof en tête dans les sondages joue tous les coups. Un futur maire qui refuse qu'il y ait des classes de 32 élèves dans sa ville, c'est le prof que je suis n'accepte pas des classes à 32 élèves. Mais non, quand on est politique, il faut acter pour que ça ne se passe pas. Le clou du spectacle se joue intérieur jour chez la candidate écolo adoubée puis reniée par son parti. Clotilde Ollier concourt désormais aux côtés d'Alain Cadoulin, liste citoyenne proche des Insoumis, Moed Altrad, patron milliardaire du club de rugby, et Rémi Gaillard, clown politique revendiqué. Le triangle des Bermudes, dit-il. Je comprends que notre triangle des Bermudes, dans lequel on peut se perdre un petit peu, je suis d'accord avec ça, mais j'espère qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont se perdre, les deux Tartuffes qui sont en fait les mêmes. Ceux qui en parlent le mieux, c'est Europe Écologie Les Verts. Sorel Delafosse, c'était les bétonneurs de Montpellier qui avaient détruit la ville. Et nous, avec Altrad, finalement, on amène juste les brouettes. Avec plus de 65% d'abstention au premier tour, un maire qui boite, un challenger socialiste, une alliance gauche écolo milliardaire clown, la fin du film reste très ouverte. Laurence Perron, elle devait entrer en vigueur le 1er juillet pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux, mais la loi Avia, du nom de la députée qui l'a portée, va devoir être
être réécrite. Censurée hier par le Conseil constitutionnel, le texte prévoyait l'obligation pour les plateformes de retirer en 24 heures tout contenu manifestement illicite, sous peine de sanctions pénales et financièrement très lourdes. Mais les gardiens de la Constitution ont jugé qu'il y avait un risque de surcensure de la part des réseaux, donc une atteinte à la liberté d'expression. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, Facebook retire des publicités pour Donald Trump en campagne électorale, des messages contre l'extrême gauche affichant un triangle rouge inversé, symbole utilisé par les nazis pour désigner les prisonniers politiques dans les camps de concentration. Les États-Unis, de nouvelles manifestations ont lieu aujourd'hui pour les commémorations de l'abolition de l'esclavage. 19 juin 1865, c'est la date retenue par les historiens. Commémoration particulière, évidemment, 13 mois après la mort de George Floyd, tué par un policier blanc. Et commémoration singulière pour les familles de descendants d'esclaves, comme la famille Quander, dont les ancêtres ont été déportés d'Afrique au XVIIe siècle. Reportage à Washington, Grégory Phillips. Roalomin Quander reçoit dans son jardin du gars. Manger ça. Il faut juste comment s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur des produits. Ah mais non, mais j'ai la solution. En fait, pour manger. Si à l'occasion pour l'occasion des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre le chemin de la radio et d'écouter une information en public, de le faire très simplement. Voilà. Michel Laurier, en vous entendant là, donc on peut accéder à la billetterie pour ces concerts, le temps retrouvé? Oui, absolument. Oui, parce que l'ensemble des billets sera à vendre sur le site de Radio France. Maison de la radio. .fr. Tous les concerts seront désormais accessibles au public ou seulement certains? Je pense par exemple au concert de musique de chant. Non, oui, c'est une bonne question parce qu'on ne le fait que sur les concerts des formations musicales. D'accord, donc l'Orchestre National de France. Et le Philharmonique. Ces concerts, évidemment, pour les auditeurs qui n'auront pas leur place ou qui ne vivent pas en région parisienne, continuent d'être diffusés en direct sur France Musique et Arte Concert, donc à partir de 20h. C'est une excellente nouvelle, en tout cas, Michel Laurier. Merci beaucoup pour cette information. Tous les autres concerts, évidemment, les informations sont à retrouver sur France Musique et sur le site maison de la radio.fr. Un petit mot peut-être sur la rentrée, Michel Laurier. Les concerts dès septembre vont reprendre aussi avec la saison prévue initialement? On ne peut pas imaginer le contraire. C'est vrai, on est dans les starting blocks, on a vraiment envie de retrouver vraiment l'intégralité du public, on a envie de retrouver l'intégralité du programme qu'on a concocté pour la rentrée. Et voilà, j'espère qu'on va continuer à faire reculer cet horrible virus. On va pouvoir tous se retrouver normalement à partir du mois de septembre. Un grand merci Michel Laurier pour cette très bonne nouvelle. Le public peut donc revenir à Radio France pour ces différents concerts. Très belle journée Michel Laurier et merci, bravo. Très belle journée à vous. Au revoir. Ça change tous les jours en fonction des conditions de météo, de la neige, du vent, de la glace. Quand on est là, on tombe un peu amoureux quand même. Alors il est passionnant notre Bruno Serge. Pour admirer ce magnifique sommet de la Mèche qui culmine à 3984 mètres, on peut aussi se rendre sur un autre point de vue tout à fait unique. Oui, il s'agit du plateau d'Amparis que l'on surnomme également la Petite Mongolie car il ressemble à une steppe. Benjamin Thibault est le responsable de la maison des alpages à Besse-en-Noisant. On est là sur le plateau d'Amparis, donc effectivement on peut voir la Mèche se refléter dans l'eau du lac Noir qui est juste à côté de nous. On a vraiment l'impression qu'on peut toucher ce sommet mythique de l'Oisan. Et puis derrière nous, on peut à la fois les moutons, il y a à peu près 1700 moutons sur ce plateau d'Amparis qui vont s'abreuver dans le Riftor, qui est une zone marécageuse protégée, parce que nous sommes sur une Natura 2000 et également dans le parc des Écrins. Et un petit peu plus loin, on peut voir aussi les chevaux randonnés, puisque c'est un lieu de randonnée pédestre.
La question c'est pourquoi il a volé des tranches d'ananas. Soit il aime les ananas, voilà. Ouais. Soit il voulait se faire une pizza hawaïenne chez lui, il n'avait pas d'ananas. Ouais. Soit c'était pour empêcher la pizzeria de faire des pizzas hawaïennes. Ah. Nous arrivons à Lons-Saulnier.
crois que j'étais en stop là en 87. Ça coûte quelque chose. Nous sommes à Orgelé. À droite, il y a Nantua. Je fais un tour du rond-point pour filmer.
Ah, à mon avis, on est sur les plateaux du Jura.
droite, il y a Martigna. À gauche, il y a Oyonnax, c'est A404, Dortan. Et là, il y a la D470, Saint-Claude, Prats. C'est là où on va, Prats.